Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'univers haletant de Plus belle la vie, encore plus belle, avec l'épisode 402, diffusé le mercredi le 20 août 2025 sur TF1. Un épisode bouleversant et explosif, où les intrigues se croisent et s'intensifient. Dans l'arrière-salle du Mistral, Thomas, Jawad et Louis Roby préparent un casse à haut risque, conscients que la moindre erreur pourrait leur coûter la vie ou les mener droit en prison. Pendant ce temps, Aya apporte une révélation glaçante, Nolan est lui aussi sur la piste du magot, prêt à tout pour les devancer. Mais le danger ne se limite plus à une chasse au trésor, au commissariat, Patrick. Ariane et Jean-Paul découvrent que les archives municipales ont été piratées et qu'un ancien plan d'une réserve d'eau potable de Marseille entre de mauvaises mains. Une menace d'attaque bactériologique plane désormais sur toute la ville. Parallèlement, à l'hôpital, l'émotion est à son comble, Léa annonce sa rémission à ses parents, un moment de joie pure après des mois de lutte. Mais son retour au travail crée une onde de choc pour Mathieu et Babette. Entre retrouvailles, sacrifices et adieux déchirants, les cœurs sont mis à rude épreuve. Et comme si cela ne suffisait pas, la relation fragile entre Apolline, Jules et Ulysse explose sous le poids des mensonges et des trahisons. Un épisode riche en intensité, en émotion et en suspense qui promet de tenir les fans en haleine jusqu'à la dernière seconde. Restez bien avec nous car nous allons tout décortiquer dans ce résumé captivant. Dans l'arrière-salle du Mistral, l'air est lourd de tension. La table est encombrée de plans, de notes griffonnées à la hâte et d'une petite maquette bricolée pour répéter leur opération. Jawad fait les 100 pas, nerveux, tandis que Thomas s'efforce de garder son calme. Louis Roby, bras croisés, observe les deux hommes avec une franchise tranchante. Soyons clairs, lance-t-il, le regard sombre. On n'est pas prêt pour demain. Thomas relève la tête, surpris. Qu'est-ce que tu veux dire? On a répété chaque étape. Louis secoue la tête, implacable. Répéter sur une table, c'est une chose. Plonger là-dedans, couper une alarme sous l'eau glaciale, creuser pour sortir ce margot et tenir tête aux vigiles, c'en est une autre. Jawad, qui jusque-là se contenait, finit par lâcher. Il a raison. Tu réalises, Thomas. Si on se plante, c'est pas juste un échec. C'est la noyade, pure et simple. Ou la tôle, si on survit assez longtemps pour se faire choper. Un silence pesant suit ces mots. Chacun mesure l'ampleur du danger, la fine ligne entre survie et désastre. Thomas serre les poings, partagé entre la peur et la volonté farouche de sauver le Mistral. Mais même lui ne peut nier, ils jouent leur vie. À quelques rues de là, une autre scène, plus intime, se déroule dans l'appartement des Nébou. Léa s'avance dans le salon, sans perruque ni foulard. Ses cheveux, courts et encore fragiles, encadrent son visage marqué mais radieux. Babette, en découvrant sa fille ainsi, porte la main à sa bouche, bouleversée. Patrick, lui, reste figé, les yeux humides. Léa murmure Babette, la voix tremblante. Un sourire doux éclaire le visage de Léa. Je voulais vous le dire en personne, je suis en rémission. Les analyses sont claires. Plus aucune cellule cancéreuse. Patrick ferme les yeux, submergé par l'émotion. Mon Dieu, souffle-t-il avant de serrer sa fille dans ses bras. Babette les rejoint, les larmes coulant librement. Léa inspire profondément, comme pour goûter à cette nouvelle liberté. Je peux reprendre le travail. Je veux reprendre le travail. Elle retire doucement son foulard, révélant sa chevelure courte, symbole de son combat et de sa renaissance. Le silence qui suit n'est pas celui de la peur, mais celui d'une fierté muette, d'un soulagement immense. Pour Babette et Patrick, c'est comme si leur fille leur revenait enfin. Dans la cuisine des Nébou, l'ambiance est plus douce qu'elle ne l'a été depuis longtemps. Patrick pose son mug de café et s'installe à table face à Babette, l'air décidé mais apaisé. J'ai fait mes comptes, dit-il calmement. J'ai une tonne de RTT en retard, je vais lever le pied. Babette le regarde, surprise. Toi? Lever le pied. Patrick esquisse un sourire. Oui, moi. Je vais m'occuper un peu plus d'Aurore et de Raphaël. Comme ça, Léa pourra souffler et reprendre doucement, sans se mettre la pression. Elle n'est pas encore prête à tenir des journées entières. Les yeux de Babette s'embuent. Cette décision, simple en apparence, efface d'un coup des semaines de tension accumulées. Tu te rends pas compte de ce que ça représente pour moi, murmure-t-elle, la voix cassée. Patrick lui prend les mains. On a traversé un enfer, Babette. Mais je veux qu'on retrouve un équilibre. Ensemble. Elle se lève, contourne la table et vient se blottir contre lui. Ils s'enlacent avec une intensité presque adolescente avant d'échanger un baiser tendre, comme une promesse retrouvée. Un peu plus tard, sur la terrasse du Mistral, Jules rejoint Apolline, le visage illuminé par une excitation difficile à contenir. Bonne nouvelle, lance-t-il, triomphant. Ulysse m'a rédigé une lettre de recommandation pour l'école. Apolline fronce les sourcils, méfiante. Déjà? Mais comment t'as-ce fait? Jules hésite un instant, puis lâche. J'ai un peu utilisé ce que tu m'avais dit sur lui.
Enfin, je m'en suis servi pour l'amadouer. Le visage d'Apolline se fige. Attends, tu veux dire que t'as balancé des infos perso que je t'avais confiées? Pas exactement, bredouille Jules. Disons que je les ai reprises à ma façon. Le dégoût s'affiche sur les traits d'Apolline. Elle se lève brusquement, choquée. Mais t'es inconscient. Non seulement t'as manipulé Ulysse, mais en plus tu viens de lui donner une raison de plus de me détester. Jules tente de la rattraper, la main tendue. Apolline, je voulais pas te faire de mal. Mais elle recule, glaciale. Eh bien, c'est réussi. Elle tourne les talons, laissant Jules seul avec son sentiment amer. Il a peut-être gagné une lettre, mais il a perdu bien plus. Au commissariat, Ariane rattrape Jawad dans le couloir. Elle l'interpelle, les bras croisés, le regard dur. Dis-moi, Jawad, pourquoi tu ne m'as pas répondu hier soir? J'ai essayé plusieurs fois. Jawad détourne les yeux, cherche une excuse. J'étais avec Thomas, il n'avait pas le moral. Alors je suis restée avec lui, toute la nuit. Ariane arque un sourcil, sceptique. Toute la nuit? Juste pour lui remonter le moral? Oui, répond-il trop vite, presque sur la défensive. On a parlé, c'est tout. Mais derrière cette façade, la vérité est tout autre. Jawad et Thomas ont passé des heures enfermés, répétant encore et encore chaque geste, chaque seconde du futur casse. Vérifier les chronos, simuler les mouvements, anticiper la moindre erreur jusqu'à l'épuisement. Une nuit entière à jouer leur survie à blanc. Ariane l'observe encore un moment, comme si elle devinait qu'il cache quelque chose. Mais elle choisit de ne pas assister, pour l'instant. De son côté, Barbara observe Louis Roby avec une fascination mêlée d'inquiétude. Dans l'ombre d'un appartement au volet tiré, il manipule son ordinateur portable avec une aisance déconcertante. Ses doigts courent sur le clavier, piratant un système comme s'il s'agissait d'un simple jeu vidéo. Puis, d'un geste souple, il simule l'ouverture d'une serrure, utilisant un kit de crochetage qu'il manie avec une précision d'orfèvre. Enfin, il explique une astuce pour détourner l'attention des vigiles, son regard brillant d'une intelligence rusée. Barbara le fixe, bouche entrouverte. Mais t'es incroyable. Cambrioleur, hacker, malin, on dirait que t'as toujours 10 coups d'avance. Louis esquisse un sourire en coin, presque charmeur. Disons que j'ai appris à survivre. Barbara, malgré l'admiration qui l'envahit, sent aussi un frisson. Cet homme, capable de franchir toutes les barrières, joue avec le danger comme d'autres respirent. Et s'il est son allié aujourd'hui, elle sait qu'il pourrait devenir une menace demain. Dans le couloir lumineux de l'hôpital, Léa avance d'un pas décidé, mais son visage trahit une certaine appréhension. Elle tient encore entre ses doigts froissés le papier médical qui officialise la nouvelle, sa rémission est confirmée, elle est apte à reprendre son poste. Mais derrière cette victoire personnelle, elle redoute déjà le moment de l'annoncer à ceux qui l'ont remplacée et soutenue. Elle frappe doucement à la porte du bureau du docteur Sorigny. Entrez, lance-t-il de sa voix posée. Léa s'avance, le cœur battant. Docteur, je viens vous informer que je vais pouvoir reprendre mon poste. Les analyses sont claires. Sorigny esquisse un sourire sincère. C'est une excellente nouvelle, Léa. Vous revenez parmi nous, et je ne peux que m'en réjouir. Mais derrière cette joie professionnelle, Léa sait qu'il y a une ombre Mathieu. Un peu plus tard, dans la salle de repos, elle retrouve Babette et Mathieu. L'ambiance est différente, presque lourde. Léa inspire profondément avant de prendre la parole. J'ai vu Sorigny. Je reprends officiellement mon poste. Un silence. Mathieu se fige, ses yeux cherchent ceux de Babette, qui baisse la tête, émue. Donc ça veut dire que mon remplacement prend fin, murmure-t-il, comme pour s'en convaincre. Léa, mal à l'aise, hoche la tête. Oui, je suis désolée. Elle sait qu'elle ne devrait pas l'être, elle a gagné un combat contre la maladie, elle retrouve enfin sa vie. Et pourtant, face à eux, elle ressent presque de la culpabilité. Babette pose doucement une main sur l'épaule de Mathieu. Son regard est voilé, troublé. Pour elle aussi, c'est une page qui se tourne. Entre elle et Mathieu, une complicité s'était nouée, faite de travail partagé, de confidences, de gestes simples qui remplissaient le vide laissé par Léa. Mathieu force un sourire, mais ses yeux trahissent une tristesse sincère. Je suis content pour toi, Léa. Vraiment. Mais pour moi, c'est la fin d'une histoire. Babette, elle, ne répond pas. Elle se contente de le regarder, troublée, comme si elle réalisait qu'au moment même où Léa renaît, une part d'elle-même perd quelque chose de précieux. Dans le hall feutré de la résidence, Jules s'apprête à regagner sa chambre lorsqu'il tombe nez à nez avec Ulysse. Le jeune avocat l'attendait, appuyé contre le mur, les bras croisés, le regard acéré. Alors commence Ulysse d'un ton froid. Tu croyais vraiment que je n'allais pas découvrir qui tu es? Jules, pris de court, tente de garder contenance. Je vois pas de quoi tu parles. Mais Ulysse s'avance, implacable. Arrête ton cinéma. Je sais que tu es étudiant en journalisme. Tu t'es servi de moi, et tu t'es introduit dans ma vie sous de faux prétextes. Le visage de Jules se fige. En lui, la panique et la honte s'entrechoquent.
Écoute, je voulais juste comprendre. Ulysse secoue la tête, dégoûté. Comprendre quoi? Que tu pouvais manipuler les gens pour arriver à tes fins. Il marque une pause, son regard se durcit encore. Et Apolline, là-dedans? Tu l'as embarquée malgré elle encore une fois, elle me trahit. Le silence pèse, lourd comme un couperet. Jules baisse les yeux, incapable de se défendre davantage. Ulysse, lui, tourne les talons avec mépris, laissant derrière lui l'amère sensation d'une nouvelle fracture entre lui et Apolline. À l'hôpital, Mathieu ferme une valise sur son lit de garde. Ses affaires sont soigneusement rangées, comme s'il voulait effacer toute trace de son passage. Babette, restée sur le pas de la porte, l'observe, troublée. Tu pars déjà. Tu pourrais rester quelques jours de plus, prendre le temps de dire au revoir aux patients, de préparer ton départ. Mathieu s'arrête, la regarde, puis secoue doucement la tête. C'est trop tard, Babette. J'ai accepté une mission au Bangladesh. Je dois partir. Ces mots tombent comme un coup de massue. Babette sent une douleur sourde lui traverser la poitrine. Elle s'avance, presque suppliante. Alors promets-moi au moins une chose, appelle-moi quand tu reviendras en France. Un instant, Mathieu hésite. Ses yeux se voilent, comme si cette demande réveillait en lui quelque chose qu'il préfère enfouir. Puis il lâche, d'une voix ferme. Je crois pas. Babette écarquille les yeux, bouleversée. C'est terminé, ajoute-t-il simplement, refermant sa valise. Le silence qui suit est glaçant. Babette comprend qu'il ne s'agit pas seulement d'un départ géographique, c'est la fin de ce qu'ils avaient partagé, la fin d'une parenthèse fragile qu'elle n'avait pas vue venir. Elle reste immobile, les larmes aux yeux, tandis que Mathieu s'éloigne sans se retourner. Dans l'arrière-salle du Mistral, l'équipe est réunie autour de la grande table encombrée de papiers et de photocopies jaunies. L'atmosphère est lourde, chacun sent que le temps leur échappe. Aya, visiblement nerveuse, joue avec ses doigts avant de prendre la parole. J'ai une mauvaise nouvelle, dit-elle d'une voix tendue. Tous les regards se tournent vers elle. Thomas se penche, inquiet. Qu'est-ce qu'il y a? Aya inspire profondément, comme pour trouver le courage de l'annoncer. Nolan, il nous a suivis à la bibliothèque. Je l'ai vu. Il est sur la même piste que nous. Barbara se fige, le souffle coupé. Tu veux dire qu'il cherche aussi le magot? Aya hoche la tête, le regard sombre. Oui, c'est confirmé. Un silence glacé envahit la pièce. Leurs adversaires ne sont plus seulement les énigmes et les dangers du plan, mais aussi Nolan, prêt à tout pour leur couper l'herbe sous le pied. Au commissariat, Patrick réunit Ariane et Jean-Paul dans son bureau. Son visage est fermé, sa voix grave. On vient d'avoir confirmation, les archives municipales ont été piratées. Le hacker est passé par un VPN. Ariane croise les bras, inquiète. Qu'est-ce qu'il cherchait exactement? Patrick pose un dossier sur la table, l'ouvre et pointe du doigt un plan en noir et blanc. Un ancien plan d'une réserve d'eau potable de Marseille. Jean-Paul pâlit. Attends, tu veux dire que... Patrick l'interrompt d'un ton tranchant. La préfecture redoute une attaque bactériologique. Si quelqu'un s'introduit là-dedans, ça peut mettre en danger toute la ville. Ariane échange un regard lourd avec Jean-Paul. La menace devient d'un coup plus vaste, plus terrifiante que tout ce qu'ils avaient imaginé. Patrick conclut, sans appel. Dès demain, la réserve sera placée sous la protection du commissariat. On n'a pas le droit à l'erreur. Le silence qui suit est écrasant. Dans les yeux des policiers, une certitude s'impose, la chasse aux magots a franchi une nouvelle ligne rouge et désormais, c'est toute Marseille qui est menacée. Et voilà, chers amis, cet épisode 402 de Plus belle la vie, encore plus belle, diffusé le mercredi le 20 août 2025, nous laisse avec un sentiment de vertige. Entre les préparatifs d'un casse qui ressemble de plus en plus à une mission suicide, la menace bactériologique qui plane sur Marseille et les adieux douloureux de Mathieu. Chaque intrigue nous rappelle à quel point les personnages sont poussés dans leur retranchement. La joie immense de la rémission de Léa éclaire l'épisode d'une lumière d'espoir, mais elle s'accompagne aussi de pertes silencieuses et de blessures intérieures, notamment pour Babette. Contrainte de dire au revoir à un pan de sa vie. Au Mistral, la soif de justice et de survie se heurte à l'avidité et au danger, et dans les couloirs du commissariat, l'ombre d'une catastrophe bien plus grande que le simple magot se profile. C'est toute la force de Plus belle la vie, mêler l'intime et le collectif, les drames familiaux et les menaces qui pèsent sur toute une ville. Dans un tourbillon d'émotions où chaque sourire peut cacher une larme, et chaque victoire annoncer une nouvelle bataille. Merci d'avoir suivi ce résumé avec nous. N'hésitez pas à partager vos ressentis en commentaire. Pensez-vous que Thomas et Jawad réussiront à mener leur plan jusqu'au bout? Et surtout, Marseille est-elle vraiment au bord du pire? On se retrouve très vite pour la suite, avec encore plus de révélations, de tensions et d'émotions fortes. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.